pense que Jean-Paul va nous présenter à la fois le bouquin, surtout pourquoi il a rédigé cet opuscule, et puis ensuite nous pourrons échanger sur la thématique du Front National et surtout des moyens de combattre. Ce n'est pas un ouvrage académique, même s'il est rigoureux dans sa rédaction, mais c'est... Je suis prudent parce qu'il me regarde mal, l'auteur. Non, académique au sens très, très rigoureux, très sérieux dans l'écriture, mais effectivement, l'idée n'est pas de produire une littérature, mais c'est une littérature engagée qui combat son objet d'étude. On va ça comme ça. Merci Michel pour cette présentation très pointue. Donc effectivement, oui. Alors l'idée à l'origine, c'était d'abord de faire un ouvrage petit, extrêmement pratique, de manière à pouvoir répondre à un questionnement et à être un outil pour que les gens intéressés, les gens qui militent sur le terrain puissent avoir un certain nombre de réponses. L'idée était en fait, à travers continuité et rupture, de montrer si effectivement il y a des ruptures et lesquelles et à quel niveau, si dans les plateaux de la balance la continuité pèse plus que la rupture, et en quoi cette rupture pourrait être utile à Marine Le Pen et à sa politique de dédiabolisation. Donc c'était un peu ça l'idée à l'origine. Et puis on avait agrémenté d'un certain nombre de documents, un en particulier qui montre bien qu'il y a continuité, c'est sur la question de l'immigration, puisque j'avais en ma possession une carte postale de la section du 18e à la fin des années 80, il y avait une section du front sur le 10e arrondissement, qui représente le Sacré-Cœur avec de chaque côté des minarets. Nous sommes à la fin des années 80. Et on a à peu près la même, enfin c'est pas le Sacré-Cœur, mais les affiches dénonçant la construction de mosquées lors des dernières campagnes menées par Jean-Marie Le Pen pour les européennes en PACA. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a continuité. Donc on peut se poser un certain nombre de questions. Et, la première, c'est s'il y a un changement, en quoi effectivement, l'arrivée de Marine Le Pen a permis ce changement. Alors il y a un véritable effort qui est fait par le Front depuis que Marine Le Pen est aux affaires. Bon, entre Tours et Lyon, les deux congrès, elle a effectivement affermi sa position. C'est vraiment la patronne. C'est s'adapter aux réalités du terrain, avec ce que dit Louis Alliot, c'est-à-dire dans le discours de Marine Le Pen, un plus social dans son discours. Le Front National a compris qu'il fallait tenir compte de l'évolution de la société, de l'évolution de la situation économique, et donc d'adapter par rapport à cette situation économique un discours, ce qu'effectivement elle fait. Le tout étant dans ce qui est l'axe principal, c'est-à-dire cette dédiabolisation, thème qui d'ailleurs est emprunté à Bruno Maigret. Donc on peut dire qu'il y a, sur un certain point, une victoire posthume de Maigret, puisque la politique de dédiabolisation avait été mise en avant par Bruno Maigret. Et puis surtout une volonté affichée d'arriver au pouvoir. Ce qui n'était pas le cas du père donc de Jean-Marie Le Pen. Donc pour ce faire, il y a un programme, moi j'appelle un programme caméléon, mais je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, qui est un programme à géométrie variable. C'est-à-dire qu'en fonction de l'auditoire et en fonction de la situation, on tient un discours qui est audible par l'auditoire. C'est-à-dire qu'on va défendre le service public, par exemple. On va prendre position en faveur des enseignants, c'est quelque chose de rare. Vous verrez que dans le livre, je rappelle les citations de Le Pen, les enseignants étaient que des hirsutes, chevelus, fumeurs de hashish, dépenaillés, pervers, voilà. C'est plus ça maintenant. Il y en a pour les agriculteurs, il y en a pour les marins-pêcheurs, enfin il y a tout ce que vous voulez. Ce qui explique entre autres le score non négligeable qu'ils ont fait au moins au premier tour,
des départementales, parce que il y avait une défense du département et du terroir, ce qui était laissé à l'abandon par les autres forces politiques, une dénonciation de la désertification et de la fermeture des bureaux de poste et autres, et puis ensuite un discours qui était en milieu vers les agriculteurs, ou si vous étiez dans des régions côtières, en direction de la défense des marins pêcheurs, et ainsi de suite. Et c'est une des raisons de leur succès au premier tour. Et puis surtout, cette accession de Marine Le Pen à la présidence, ça coïncide aussi avec une inversion des scores électoraux. Et ça, c'est marquant, puisque si on regarde bien, après 2002, c'est-à-dire donc le fait que Jean-Marie Le Pen soit au deuxième tour, il n'y a pas eu de scores électoraux significatifs qui ont été engrangés. Mais ensuite, ça va effectivement changer. On est plus proche, oui, à l'époque, de scores pas traditionnels, mais habitués au Front National lors des élections législatives donc. Et avec elle, effectivement, ça change, et on a une succession de scores électoraux, que ce soit des présidentielles, des municipales, des européennes, législatives. C'est la première fois que, dans un système qui n'aurait pas favorable, ils arrivent à placer deux élus à l'Assemblée nationale, donc ils font le retour. 3 si on compte Bompard, donc 3 élus d'extrême droite. Les sénatoriales, c'est la première fois. Donc pour des sénatoriales, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des élus locaux de la droite, de l'UMP entre autres, qui ont voté pour eux. Autrement, ils ne seraient jamais passés. Donc deux sénateurs. Donc, et puis, y compris lors des récentes départementales, surtout au premier tour. Bon, au deuxième tour, il fallait s'unir, comme évidemment, il n'y a pas possibilité d'unité entre eux et d'autres forces politiques. Ils se sont retrouvés effectivement un peu seuls. Mais il y a eu des scores importants dans nombre de départements. Donc Marine Le Pen le déclare, puisqu'à valeur actuelle, elle fait une déclaration en juin 2014, elle dit « Je me suis battue avant même mon élection à la présidence du mouvement pour que le Front National devienne un parti de gouvernement. » Et là, c'est net. Donc s'il faut un parti de gouvernement, il faut polir le discours, même si on garde les fondamentaux, il faut en gros changer l'emballage et la présentation. C'est une affaire de packaging sur un certain nombre de choses, pour reprendre des termes à la mode. Donc l'évolution du programme. Alors, effectivement, on voit une évolution de la terminologie. On ne parle plus de préférence nationale, c'est trop connoté, on parle de priorité nationale. C'est exactement la même chose. C'est moins connoté. Vous n'avez plus dans les manifestations la France aux Français. Vous avez on est chez nous. C'est exactement la même chose, et ça passe mieux. C'est fini l'époque où, par exemple, Jean-Pierre Stirbois prononçait des discours en disant qu'il faut renvoyer les immigrés dans leur gourbis au-delà de la Méditerranée. Là, maintenant, on va parler de remigration, de remédiation dans les migrations. Mais le but est le même, c'est qu'il faut effectivement, quand on entend Marine Le Pen par rapport à ce qui se passe actuellement et l'accueil des nouveaux bad people, c'est clair et net. Il faut certes pas les noyer, mais il faut les foutre dehors. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Bon, ce qui reste, c'est quand même une menace. C'était vrai pour le père, c'est vrai pour la fille, qui pèse ce que Jean-Marie Le Pen appelait les 4 I, c'est-à-dire immigration, insécurité, islamisme, et il faisait un sketch sur l'imposition. On rajoute à ça un 5e I qui est la défense de l'identité. Donc la défense de ce qu'on peut appeler des Français de souche, même si on n'utilise pas nécessairement le terme, parce que là aussi c'est très très connoté, et c'est des mouvements plus radicaux qui le mettent en avant. Donc c'est qu'il soit un FN de Jean-Marie Le Pen ou un FN de Marine Le Pen, c'est il y a la xénophobie qui est au poste de commande dans le discours. Donc, elle garde les fondamentaux, même si elle les présente, on va dire, entre guillemets, de manière plus soft, en quelque sorte. De même, un maintien, chez le père comme chez la fille, de l'opposition à l'Union européenne, qui est, pour reprendre certains termes, l'Union soviétique européenne, comme ça qui qualifiait l'UE. Pour reprendre le thème de Jean-Marie Le Pen, c'est une créature de Frankenstein.
pourrait en délayer comme ça des kilos, et aussi la mondialisation, puisque la mondialisation, c'est le vecteur numéro 1 du communautarisme. Ça fait partie, la mondialisation, de ce que Marine Le Pen appelle les deux totalitarismes du XXIe siècle, c'est-à-dire d'un côté la mondialisation, de l'autre côté l'islam. Donc là, on est encore sur les fondamentaux. Elle fait le lien en disant qu'entre le mondialisme et l'islamisme, il y a des intérêts communs. Donc évidemment, elle est comme le père, elle arrive toujours effectivement à retomber sur ses pieds. Alors il y a un certain nombre de changements, évolution, on peut mettre entre guillemets, hein. La fibre sociale, qui est le plus mis en avant, le discours qui se tourne vers ce qu'elle appelle elle-même les invisibles et les oubliés, hein, c'est-à-dire les précaires, les ouvriers, les employés, bon, tout ce qui est censé être, enfin tout ce qui est considéré par le Front National comme des laissés pour compte, hein, qui sont évidemment abandonnés par des élites qui sont qualifiées d'incapables et de corrompus, bon, et que le Front National est le seul parti qui s'occupe des vraies questions. Il y a des questions qui intéressent les Français, qui sont pas pétins, une autre chose, hein, je vous le dis tout de suite, mais qui sont le chômage, le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'islamisation, l'immigration. C'est les déclarations de Philippot qui disent ce qui compte, c'est pas les bisbis qu'il peut y avoir à côté, hein. Ce qui compte pour nous, c'est que effectivement, on va répondre aux vraies questions, donc on garde la ligne aux vraies questions que se posent les Français. Hein. Alors, avec une nouveauté qui est la question de la laïcité. La laïcité n'apparaissait pas du tout dans le discours de Jean-Marie Le Pen, ils sont moqués comme de sa première chemise, c'est pas son problème, hein. Et elle met ça en avant. Alors elle met ça en avant aussi parce qu'il y a eu un vide, hein. Alors que traditionnellement la laïcité était un thème qui était défendu par on va dire la gauche au sens large, donc elle s'est engouffrée. Elle en a fait une véritable machine de guerre. Machine de guerre contre qui? Anti-musulmane, bien évidemment, donc par définition aussi anti-immigré. Ce qui fait que elle reprend à son compte le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, mais avec sa grille de lecture. Parce qu'on se rend bien compte que c'est absolument pas applicable au Front National, parce que quand vous défendez la préférence nationale, expliquez-moi comment vous pouvez défendre un principe d'égalité. C'est assez compliqué. Hein. Ah, on va dire si, égalité pour les Français, voilà. Mais donc voilà, donc et elle entend combattre et dénoncer l'islam au nom des valeurs de la République. Alors elle qualifie l'islam, c'est une religion de l'invasion qui est incompatible avec les valeurs de la République, avec la laïcité, avec la démocratie, bon, et qui mélange cette religion, donc l'islam, étroitement la sphère publique et la sphère privée. Donc elle défend en gros la loi de 1905 qui est il y a la laïcité au public et ce qui est religion c'est dans la sphère privée. Elle est sur cette ligne-là, ce qui fait que ça peut nous permettre de récupérer toute une série de gens qui ont défendu la laïcité sans aucun problème. C'est pas ça qui va les gêner. Vous avez vu qu'ils ont récupéré à un moment donné Jaurès, ils pourraient en retrouver d'autres. Hein, voilà. Donc voilà. Donc on change d'argumentation par rapport à l'islam. Puis on en fait surtout maintenant une bataille qui est une bataille culturelle, ce qui n'était pas nécessairement le cas. La manière dont ont été stigmatisés les immigrés à travers les propos de Jean-Marie Le Pen. Alors à l'époque de Jean-Marie Le Pen, les musulmans sont stigmatisés comme étant des étrangers qui prennent le travail des Français et qui sapent une culture chrétienne. Et Jean-Marie Le Pen fait très souvent des références à Clovis, des références évidemment à Jeanne d'Arc. Bon, là il l'a appelé au secours. Donc on ne sait pas s'il faut que Jeanne d'Arc vienne au secours de la France, du Front National ou de Jean-Marie Le Pen. Ça va choisir. C'est pas une nouveauté, puisqu'en 80, il n'avait pas eu les signatures. Et au deuxième tour, le 10 mai, qui correspondait avec la fête de Jeanne d'Arc, il avait appelé à voter Jeanne d'Arc. C'est pas une nouveauté dans les propos de Jean-Marie Le Pen. Hein. Marine Le Pen laisse tomber cette dialectique, hein, en mettant en avant donc le danger réel, hein, qui est censé représenter donc l'islam, laïcité, république. Hein. Donc en gros, pour elle, le musulman, c'est le sarrasin. Voilà.
même si elle explique qu'elle n'est pas partie en croisade, par les propos, on voit bien que quelque part, quand même, il y a comme une certaine idée de croisade. Donc, avec une analyse très manichéenne du monde, hein, avec ce musulman sarrasin, et puis donc défense de la culture occidentale, chrétienne, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui lui permet de jouer sur deux tableaux, en mettant en avant une Europe chrétienne. Elle peut ramasser un électorat plus traditionnaliste, bon. Et puis, puisqu'elle défend la chrétienté, et en même temps, elle peut essayer de rassembler un électorat, je dirais entre guillemets, mais plus progressiste, puisqu'elle prétend défendre, hein, les homosexuels, les droits des femmes, je cite, hein, bon, dénoncer le sexisme, bon, qui sont effectivement les femmes et les homosexuels, par exemple, sont extrêmement menacés par l'islam. Elle tient un discours où elle dit il y a des quartiers, quand on est une femme ou un homosexuel, il fait pas bon d'aller se balader dans ces quartiers. Bon. Entre parenthèses, si elle défend le droit des femmes, vous savez que sur la question de l'avortement, elle est opposée au remboursement, hein, de l'avortement, ou même, ils emploient le terme d'avortement de confort. Demander à une femme qui s'est fait avorter si c'était vraiment du confort. Donc c'est Louis Alliot, hein, qui développe cette idée-là d'avortement de confort, même si en ce moment ils mettent une petite parenthèse. Donc alors la question des homosexuels, c'est aussi une nouveauté, hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, dans la thématique d'extrême droite, la défense des homosexuels était pas franchement quelque chose qui était mis en avant. Hein. Alors ça peut s'expliquer aussi par une partie de l'équipe qui est autour de Marine Le Pen, hein, et qui revendique, hein, son homosexualité, ce qui a posé quelques problèmes, quelques noms d'oiseaux en direction de Philippot, qui s'est fait traiter de petit pédégoliste, enfin bon, je vous en passe, et des meilleurs, par des gens qui sont proches de Jean-Marie Le Pen, ou par Rivarol, qui dit que Marine Le Pen, pardon, est entourée d'invertis enjuivés. Ça, la totale, voilà. On n'est pas surpris par le discours. Hein. Donc elle reprend y compris une thématique de Maigret en parlant d'immigration, invasion, hein. Et donc elle a un nouveau fonds de commerce maintenant, c'est l'islamisation, hein, qui est son nouveau fonds de commerce, même si évidemment l'immigration est toujours le marqueur important du discours frontiste. Donc elle fait un lien entre immigration, insécurité et islamisme. Donc un immigré, c'est un musulman c'est quoi? C'est un islamiste radical ou un terroriste en puissance, ou qui s'ignore. C'est à peu près ça, hein, son analyse. Hein. Et ce qui lui permet aussi de se positionner par rapport aux événements qui se sont passés au Proche et au Moyen-Orient, ce qu'on a appelé les printemps arabes, hein, donc Irak, Libye, printemps arabe, Égypte, voilà. Et elle considère que c'est un réel danger pour la France et pour l'Europe. L'évolution des populations dans ces pays-là, alors strictement, c'est pas son problème. Hein. Son problème, c'est que ça risque d'ouvrir des vannes et qu'on va avoir une déferlante islamiste qui va arriver en Europe. C'est ça. Hein. Donc ça veut dire que ça lui permet de dire, vous voyez bien qu'on a raison, nous, hein, depuis le temps qu'on tire le signal d'alarme. Hein, et on vous avait dit attention, il y a une vague qui va arriver. Et avec cette politique de déstabilisation qu'il y a eu dans ces régions-là, elle est bel et bien là la vague qu'on avait prévue. Hein. Donc c'est montrer que les positions du Front National sont les mieux adaptées, hein, par rapport à l'évolution en France, les questions liées à l'immigration, et par rapport à l'évolution dans les pays du Proche et du Moyen. Si vous regardez bien, elle a fait récemment un voyage en Égypte, hein, avec Émeric Choprad, où elle a rencontré le Premier ministre égyptien. Elle a rencontré le responsable de la communauté musulmane. Elle a rencontré le responsable des chrétiens. Et il y a eu un accord commun dans les discours entre les trois, qu'il y a un danger et un ennemi à abattre, c'est l'islamisme, et en particulier les frères musulmans. Donc elle a fait très très fort sur cette histoire-là, hein, en se rendant en Égypte. Ça fait d'ailleurs la une, un article complet dans Présent,
que vous lisez tous comme chacun sait, voilà. Donc, voilà à peu près. Donc, ouais, vous voyez ce changement et la manière dont elle récupère les principes républicains, elle récupère la laïcité, elle s'en fait une arme contre ce qu'elle considère comme étant un danger, c'est-à-dire cette vague islamiste qui va déferler. De même, elle récupère aussi les droits de l'homme, ce qui n'était pas du tout le cas de Jean-Marie Le Pen, qui considérait que c'était une faillite totale des droits de l'homme, que ça avait mis la France par terre. Bon, c'était une analyse très maurassienne qu'il avait, Jean-Marie Le Pen. Elle, non, elle récupère les droits de l'homme, en particulier l'article 2 sur la défense, la sécurité, la propriété, et ainsi de suite. Bon. Et vous voyez bien aussi que cette laïcité, elle a quand même des limites. Par exemple, absolument rien sur le statut d'Alsace-Moselle. Vous savez qu'en Alsace-Moselle, il y a des cours d'éducation religieuse dans les établissements laïques. Rien là-dessus. Et puis, sur le financement de l'enseignement privé, absolument rien non plus. Donc, elle a quand même une vision assez limitée d'appliquer un principe de laïcité, serait-ce que en Alsace-Moselle. Alors, en Alsace-Moselle, pourquoi il y a encore ça? Tout simplement, c'est quand il y a eu la loi de 1905, l'Alsace-Moselle était sous domination allemande. Donc, évidemment, il n'y a pas eu d'application, et depuis, on n'a pas changé de la loi de 1905 en Alsace-Moselle. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est au niveau de la politique étrangère, et en particulier la question d'Israël. Où là aussi, on a des évolutions. Donc il y a, si vous voulez, deux courants dans l'extrême droite française. Il y a, pas seulement française, il y a un courant qui est pro-sioniste, auquel Marine Le Pen appartient, comme Louis Alliot par exemple, comme Philippot. Bon. Et puis il y a un courant qui se veut pro-palestinien, mais qui en fait est un courant antisémite. Et qui se fout comme de l'an 40 de la question palestinienne. Bon. Alors ça a été mis en avant par les nationalistes révolutionnaires, François Duprat. Par exemple, c'est repris par l'entourage de Marine Le Pen, qui vient du GUD, des gens comme Chatillon par exemple. Voilà. Et ça pose un petit problème à Marine Le Pen. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie les déclarations à des organes de presse israéliens. Elle rencontre même si c'est pas des rencontres officielles, elle vient de rencontrer dernièrement Ehud Barak, ex-premier ministre d'Israël. C'est pas officiel, mais quand même, il y a eu une rencontre. Elle affirme haut et fort que les Juifs n'ont absolument rien à craindre du Front National, et que c'est vraisemblablement le meilleur bouclier pour protéger la communauté juive en France, parce que c'est le seul qui s'oppose au fondamentalisme islamique. Puisque c'est le danger, elle considère que le véritable antisémitisme actuellement en France est un antisémitisme qui est dû à l'islamisme. Donc ça lui permet aussi, le fait de défendre ses positions, évidemment d'attaquer et de laisser tomber ce qui était le dernier verrou qui l'empêchait d'apparaître fréquentable, c'est-à-dire justement l'antisémitisme. D'où les difficultés et les tensions qu'il y a eu entre elle et son père. Dernièrement, puisque Louis Alliot le dit, il l'a déclaré, la dernière étape pour arriver à la politique de dédiabolisation, c'est effectivement de faire tomber ce verrou antisémite. Alors, sur l'antisémitisme, bon, il y a dans les différents programmes du Front, depuis la création jusqu'à nos jours, il n'y a absolument aucune trace d'antisémitisme et aucune trace de négationnisme. Ce qui ne veut pas dire que chez les dirigeants ou dans des organes de presse, il n'y a pas des positions négationnistes, sans reprochant, ou il n'y a pas des positions antisémites. C'est autre chose. Mais officiellement, vous pouvez lire tous les programmes du Front, vous ne trouverez absolument rien là-dessus. Par contre, si on prend par exemple l'histoire
du négationniste et de la question des chambres à gaz. On peut se reporter en 1978, un des dirigeants du Front, qui s'appelait François Duprat, est victime d'un attentat. Il démarre sa voiture, ça saute sur la route. Et il y a un hommage appuyé à François Duprat dans le journal de l'époque du Front National, il s'appelait Le National. Et voilà en gros ce qu'il dit. Alors, c'est pas signé, mais il y a du Le Pen derrière. On retrouve ce genre de choses. En tant qu'historien soucieux de la vérité historique, tes patientes études t'avaient amené à remettre en question, et mettre des guillemets, ces mensonges nourriciers. Tu faisais partie de ce qu'il est convenu d'appeler l'école révisionniste, et naturellement tu te trouvais en relation avec d'autres historiens, et on voit bien le terme, de la même tendance, et en particulier, il cite un certain Harwood, qui appartenait au Front National en Grande-Bretagne, et qui est celui qui avait publié en 1974 « 6 millions de Juifs sont-ils vraiment morts ?» Et il qualifie ces gens-là, effectivement, d'historiens, en expliquant que François Duprat était novateur, et quand on reprend les publications dirigées par François Duprat à l'époque, il y a toujours une petite liste des conseils de lecture, et on retrouve, bien évidemment, ces auteurs dans ces conseils de lecture. En novembre-décembre 1978, il y a une revue qui, pendant quelques années, avait été en fait la revue officielle du Front National, qui s'appelait Militant. Ça existe toujours. Qui donc est un des dirigeants de la revue, était Alain Renaud, qui avait été secrétaire général du Front National pendant 2 ou 3 ans. Et donc, il écrivait la chose suivante, Alain Renaud, en décembre 78, il est évident que le chiffre de 6 millions de Juifs exterminés n'est qu'une grossière affabulation. Donc là, on peut se référer, il y a effectivement, chez des dirigeants, une tradition. Bon, Le Pen, il en minouche avec cette histoire du point de détail. Vous savez qu'il est condamné à plusieurs reprises. Alors lui, il est plus malin, Le Pen, attention. Il ne nie pas l'existence des chambres à gaz. Jamais, il n'y a aucun propos où il dit ça n'a pas existé, c'est une affabulation. Jamais. Il doute. Il dit, personnellement, j'en ai jamais vu. Ok. Et laissons travailler les historiens. Ce qui veut dire, qu'entre parenthèses, il considère que les négationnistes, gens comme Forisson, sont des historiens. Ce qui est loin d'être le cas. Donc, si on reprend le directeur du Rivarol, qui est Jérôme Bourbon, et qui écrivait en 2008, Le Pen fait preuve de scepticisme à l'égard du dogme. C'est-à-dire que, il dit, moi, comme beaucoup de gens, je me pose une question. On n'est pas vu, les gens travaillent là-dessus, foutons-leur la paix, en gros, et on va les laisser travailler tranquillement. Et là, on verra plus. C'est la même position que Gollnisch. Et Gollnisch avait eu lui aussi des soucis. Il dit voilà, l'existence des chambres à gaz, en ce qui concerne l'existence des chambres à gaz, il appartient aux historiens de se déterminer. C'est les déclarations de Bruno Gollnisch qui lui avait valu une sanction par les autorités universitaires de Lyon 3. Et il dit, je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, entre parenthèses, il ne parle pas des camps d'extermination de Gollnisch. Lui, il emploie tout le temps, la référence aux camps de concentration. Vous voyez, ces histoires donc de négationnistes, c'est pas écrit noir sur blanc dans les programmes du Front, mais il y a eu effectivement, il y en a peut-être encore, mais on ne les entend plus, et Marine Le Pen essaie de faire le ménage, des gens qui effectivement se revendiquaient du négationnisme. L'antisémitisme, même chose, si on se reporte à Alain Renaud, lui il écrivait, il y a eu des attentats dans les années 80. Alain Renaud était secrétaire général du Front en 73-74. Et c'est très proche de Duprat, évidemment. Et donc, à propos des attentats d'Anvers, je vous cite, c'est un peu long, mais ça vaut quand même ça vaut le coup. Autre bombe, celle d'Anvers. Plus exactement, une grenade jetée distraitement par un Palestinien sur un groupe d'ados juifs. Les Palestiniens sont joueurs, c'est bien connu.
progéniture en balade des diamantaires d'Anvers. Remarquez tout d'abord que l'on peut s'étonner de l'existence d'une descendance chez cette intéressante communauté de modestes tailleurs de verroterie, puisqu'on nous affirme qu'elle fut entièrement exterminée par les vilains SS du défunt Führer. On ne saurait, c'est bien connu, discuter de la véracité de l'Holocauste. Il doit donc s'agir d'une génération spontanée. Vous pouvez vous reporter au petit camarade d'Alain Renaud, François Duprat. François Duprat, lorsqu'il écrit un ouvrage sur les événements de mai 68, il fait une description physique des dirigeants des groupes révolutionnaires de l'époque. Bon, vous voyez à peu près pourquoi peut tourner cette description physique. Donc on a cet antisémitisme chez certains. Bon, alors Le Pen, il en met nous chaque la fournée, et ainsi de suite. Vous connaissez, ce qui était un véritable verrou pour Marine Le Pen, une scorie qu'il fallait absolument dégager. Et si on prend le journal l'ancien journal du Front National, qui s'appelait National Hebdo, là, qu'est-ce qu'on retrouve? Des attaques, pas signées Jean-Marie Le Pen, c'est d'autres, contre Anne Sinclair, qui va même jusqu'à être qualifiée de grosse charcutière cachère. Bon. À l'époque de l'affaire Papon, la une du journal, c'est une étoile vue avec marqué dessus Judapo. Bon. Celui qui a eu cette riche idée, c'est quelqu'un qui s'appelle Martin Pelletier, qui maintenant est chroniqueur. Il fait la dernière page de Rivarol, et il a pris évidemment la défense de Jean-Marie Le Pen. Donc vous avez ces choses-là qui apparaissent, mais qui sont pas dans le programme du Front. C'est des écrits qu'on retrouve à l'époque. Donc cet antisémitisme, mais en même temps, vous voyez, on peut être antisémite et on peut être sioniste. C'est pas du tout incompatible. Regardez ce que raconte Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui a considéré, qui a fait des discours publics sur disant qu'il y avait les 4 États confédérés, c'est-à-dire prenez les idées de Maurras, dans lesquelles évidemment il y a des lobbies apatrides, comme on peut dire d'une manière élégante, on a compris qui était visé, et en même temps défendre Israël, en particulier pendant la guerre des 6 jours, où toute une partie de l'extrême droite a pris la défense d'Israël, parce qu'elle considérait que Israël était le verrou, le bouclier, qui empêchait une déferlante. Alors à l'époque, il n'y avait pas un complot judéo-bolchevique, il y avait un complot islamo-bolchevique, puisque les pays qui étaient en lutte contre Israël étaient des pays qui étaient à l'époque, l'Égypte et autres, alliés à l'Union soviétique. C'est pour ça qu'on retrouve une partie de l'extrême droite française en défense, et pas les moindres, Xavier Vallat, qui a été commissaire aux questions juives pendant l'occupation, qui défend l'État d'Israël, Rebatté, qui a écrit un torchon antisémite qui s'appelle Les Décombres, qui est dans la même ligne, Pierre-André Cousteau, le frère du commandant, qui était journaliste à une publication, oui, Je suis partout, une publication antisémite, qui se vendait très bien d'ailleurs à l'époque. Bon, et ces gens-là prennent la défense d'Israël. Bon. Ce qui n'est pas le cas de Duprat, évidemment, puisque Duprat, lui, ou Maurice Bardèche, par exemple, qui dirigeait Défense de l'Occident, est sur la position pro-palestinienne, mais avec effectivement derrière c'est antisémitisme. C'est la position actuelle qui est défendue par Frédéric Chatillon, l'ancien du GUT, qui lui, si ce programme pro-palestinien, c'est sur les mêmes bases que Duprat, c'est-à-dire des bases nationalistes révolutionnaires. Bon. Ce qui est la dernier problème que rencontre Marine Le Pen. Si vous regardez bien les problèmes qu'il y a entre le Qatar et Philippot en ce moment, puisqu'il y a une plainte du Qatar contre Philippot. Son avocat, c'est Golnadel, qui est du CRIF. Bon. Et Golnadel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, au niveau des idées, je suis assez proche sur certains points des idées de Marine Le Pen, mais je ne voterai jamais Marine Le Pen tant qu'elle aura des contacts avec Chatillon. Donc c'est le dernier. Bon. Chatillon n'est pas au front officiellement. Ces gens-là ne sont pas au front. Bon. Donc, oui, cet antisémitisme, mais l'un n'est pas incompatible. Jean-Marie Le Pen, il vous explique que quand, après l'affaire de la question de Suez, avec le débarquement franco-britannique, auquel Le Pen a participé, il s'est demandé, une fois que l'ordre a été de rembarquer les troupes, s'il n'allait pas déserter avec des copains à lui et rejoindre l'armée israélienne. Et il le dit
quand on l'interroge là-dessus, c'est l'argument qui met en avant. Ce qui n'empêche pas à la Chambre des députés de faire des tirades contre Pierre Mendès France en disant que, en gros, il y a une espèce de rejet qui est même un rejet physique quand on voit Pierre Mendès France, typique de ce que vous pouvez trouver dans toutes les publications antisémites. Mais en même temps, il défend Israël. C'est pas du tout incompatible, pas du tout. Et toute une partie de l'extrême droite se retrouve largement sur ces positions-là. Et puis le fait de mettre à bas cette question antisémite, à travers entre autres la mise sur la touche de son père, ça a un certain nombre d'avantages. On peut en pointer quelques-uns. Bon, le premier, effectivement, ça rend le Front National de plus en plus fréquentable au niveau, on va dire, au niveau national, puisque c'était une des attaques qui était faite contre le Front National. Ça lui permet aussi, en mettant le père sur la touche, d'avoir les mains libres totalement pour mener, puisque les propos tenus par Jean-Marie Le Pen, maintenant, n'engagent en rien le Front National, parce qu'évidemment, dès qu'il voit un micro, les journalistes vont du temps, il va cracher dessus. Hein, bon. Donc ça, c'est une chose. Ça lui permet aussi, bon, donc si il est plus fréquentable, pourquoi pas ponctuellement passer des alliances avec locales avec des forces de droite. Bon. Et puis surtout, ça lui a permis au niveau européen, pas grand-chose, hein, mais de mettre sur pied un groupe au niveau européen, hein, c'est-à-dire entre 20 et 30 millions d'euros qui tombent dans l'escarcelle. Hein. Et c'était le verrou. Il y avait deux verrous, il y avait la question de l'homophobie, et puis la question de l'antisémitisme. Donc, c'est terminé, et donc ils ont maintenant hein, les mains libres. C'était par exemple le reproche que faisait le patron de l'UKIP, enfin l'UKIP en Grande-Bretagne, Farage, qui disait que l'antisémitisme était inscrit dans l'ADN du FN. Actuellement, l'antisémitisme est inscrit dans l'ADN de Jean-Marie Le Pen, mais plus dans l'ADN du FN. Par contre, la question de la préférence nationale et d'immigration est toujours dans l'ADN du FN. Ça n'a pas changé. Donc ça leur a ouvert un certain nombre de perspectives non négligeables, hein, avec cette histoire donc de condamnation hein, de Jean-Marie Le Pen. Bon. Et puis l'idée étant effectivement que Marine Le Pen soit officiellement invitée en Israël. C'est un moment qu'elle court après ce genre de choses, alors que certains de ses petits copains autrichiens et autres ont été invités, hein, mais pas. Donc ils essaient de faire sauter des verrous, et en particulier de contourner le CRIF, puisqu'ils considèrent que le verrou en France qui les bloque pour que Marine Le Pen puisse être reconnue comme personne politique fréquentable et arrive en Israël, c'est le CRIF. Donc on essaie de les contourner. Alors on rencontre des officiels, on donne des interviews à des quotidiens ou à des journaux en France, ou carrément des quotidiens publiés comme Haaretz en Israël. On fait toute une série de choses, on rencontre des gens qui appartiennent à des groupes économiques, et ainsi de suite. On fait un espèce de lobbying, si vous voulez, de manière à pouvoir effectivement arriver, si un jour elle est invitée en tant que représentante politique là-bas, évidemment, et y compris ça lui ramène, le fait de virer Jean-Marie Le Pen, ça peut lui ramener des voix venant de la communauté. Hein, d'ailleurs, les déclarations qu'elle avait faites en disant que nous sommes les seuls boucliers, les contacts avec la Ligue de défense juive, hein, à l'époque, bon, qu'elle a toujours, mais qui passe par un ancien Gugu de Pélinck, bon, ces contacts, pourquoi? Il se trouve que quand il y a eu des manifestations en défense de la Palestine, bon, le CRIF a eu un temps de retard au démarrage, qui a été occupé par la LDJ. Et donc, elle considère que en défendant la LDJ, ça lui permet de gagner des voix dans la communauté qui s'est un petit peu trouvée à un moment donné en position instable parce que le CRIF avait pas réagi assez vite, et de contrer donc le CRIF. C'est pas nouveau, hein, à l'époque d'Occident ou à l'époque d'Ordre Nouveau, il y avait des contacts avec le Bétard.
Vous avez un membre d'Occident et de Renouveau qui s'appelait William Abitbol, qui a fait une carrière après avec côté de Charles Pasqua, qui avait la double casquette, lui. Donc c'est pas une nouveauté dans les fréquentations. Donc bon, le programme, je vous en ai parlé. La question d'Israël, je vous en ai parlé. Là, on peut prendre aussi en politique internationale, parce qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Il y a un ouvrage intéressant qui a été fait dessus, fait par une chercheuse qui s'appelle Ballan, mais on ne parlait jamais de la politique internationale du Front. On considérait que même à la limite, il n'y en avait pas. Comme pendant longtemps, on a considéré qu'il n'y avait pas de politique économique, ce qui était une erreur totale. Bon, il y avait un programme. Bon, soit un programme qui a été libéral et réganien, et le changement maintenant avec Marine Le Pen, c'est un programme qui est un programme, on va dire, plus intervention de l'État dans le domaine économique. Donc cette évolution, et au niveau du programme en temps, et puis en particulier, on peut aussi se poser la question: est-ce qu'il y a des courants, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des fractions, ou je ne sais trop quoi, à l'intérieur du Front National? Il y a des sensibilités, il n'y a aucune structure en cours. Aucune structure en cours. Alors, vous avez à la fois des gens qui peuvent être justement pour un État fort, qui intervient en matière économique. On peut penser à Philippot, mais il n'est pas le seul. Vous avez ce qu'on peut appeler des libéraux conservateurs, c'est-à-dire c'est le cas de Marion Maréchal Le Pen. Des gens qui sont plus jacobins, c'est le cas de Alliot par exemple, Philippot ou Marine Le Pen. D'autres qui sont plutôt régionalistes, c'est le cas des identitaires, parce qu'il y a un courant identitaire qui est à l'intérieur, qui n'est pas structuré en tant que tel, mais qui est là. Des gens qu'on peut appeler entre guillemets des laïcards, mais modèle Front National, comme par exemple on retrouve Louis Alliot, Marine Le Pen. De l'autre côté, des nationaux catholiques, dans lesquels on peut ranger Gollnisch et Marion Maréchal Le Pen, qui est à peu près sur cette ligne-là. Des défenseurs de ce qu'ils appellent eux-mêmes une immigration raisonnée, contre des adeptes du grand remplacement, qui est la théorie de Renaud Camus. Donc les adeptes de l'immigration raisonnée, on retrouvera Alliot, on retrouvera Marine Le Pen par exemple, pour prendre que ces deux-là. Et de l'autre côté, les partisans du grand remplacement, c'est Choprade par exemple, Émeric Choprade, qui lui est en plein dans la ligne choc des civilisations, comme Marine Le Pen aussi d'ailleurs, et qui à un moment donné avait été légèrement mis sur la touche, mais qui revient là, puisqu'il faisait partie du voyage de Marine Le Pen en Égypte. Donc, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Et puis on a donc les sionistes, Alliot, Marine Le Pen, et puis des gens qui sont plutôt pro-palestiniens, les ex du GUD, y compris Gollnisch, qui a fait des discours pour la création d'un État palestinien, la défense d'un État palestinien au Parlement européen. Il faut faire attention à ce qu'il raconte au Parlement européen, parce que bon, ce qui se passe au Parlement européen, l'opinion publique française s'en fout un peu, mais là il y a des fois des prises de position qui sont des prises de position qui peuvent être intéressantes. Alors après évidemment tout ce qui est à la mode, on va dire, dans les médias, c'est un virage à gauche du Front National. Yvon Blot qualifie Marine Le Pen de marxiste. Pourquoi pas, tant qu'on y est. Voilà. Yvon Blot, il vient du Club de l'Horloge, il est passé au Front National, il est passé au MNR, et maintenant il s'est rapproché du Club de l'Horloge. C'est un proche de Maigret et un proche de Jean-Yves Le Gallou, pour situer à peu près le personnage. Bon. Donc, il y a, comme le Front National a tendance à récupérer un certain nombre de choses, effectivement, on va voir la défense des services publics, des nationalisations d'entreprises et autres. Donc, évidemment, pour un certain nombre d'observateurs, on a piqué le programme de Mélenchon, le programme de Cleveland, de l'NPA et ainsi de suite sur les nationalisations. Bon. Je tiens quand même à rappeler que s'il y a eu des nationalisations en 1936 et autres faites par la gauche, à la libération de GPRF, qui était dirigée par De Gaulle, a nationalisé toute une partie des secteurs. Ce qui explique entre autres l'attachement de Philippot au gaullisme. Bon. Et puis que quand même la différence fondamentale, si on prend Front de gauche ou LPA, c'est que la préférence nationale n'existe pas. Et là, chez le Front National, là évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et le Front National n'est pas du tout anticapitaliste.
Pas du tout, pas du tout. Hein. Il dénonce la mondialisation, mais la remise en cause du système capitaliste, vous ne trouverez absolument aucune trace dans ses écrits sur la question. De même, vous avez des attaques aussi contre les syndicats, où elle veut revoir la représentativité des syndicats. Ils ne montent plus de syndicats, contrairement à ce qu'ils avaient fait auparavant. C'est plus leur ligne. Leur ligne, c'est d'arriver à faire venir au front des syndicalistes. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui explique que effectivement la CGT ou d'autres ont pu être touchés par ce phénomène, mais sont extrêmement vigilants, et dès qu'ils s'aperçoivent qu'il y en a un ou une qui est candidate sur une liste, dehors. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de Force ouvrière. Et même la CFTC s'y met maintenant, alors qu'il y a eu un certain nombre de gens d'extrême droite qui avaient été pendant très longtemps au chaud à l'intérieur de la CFTC. Bon, donc, vous voyez, donc, alors on comprend effectivement le positionnement de Philippe Roux, hein. L'État fort et l'intervention de l'État dans le domaine économique. C'est pour ça qu'il se revendique du gaullisme. Marine Le Pen, elle, dernièrement, a déclaré devant Jean-Pierre Elkabbach qu'elle était gaulienne, et pas gaulliste. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tout ce qui a un rapport à l'État, un rapport à l'intervention économique, un rapport à l'indépendance nationale et à la politique par rapport à l'Union européenne, l'Europe des patries, l'Europe des nations, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'était quand même des slogans de Gaulle. Donc c'est pour ça qu'on peut en retrouver. C'est pour ça qu'on peut retrouver des gens qui viennent de chez Chevènement. Et il n'y a pas que Philippot dans l'affaire, il y en a d'autres. Si vous regardez les dernières positions de Chevènement, c'est un appel à Dupont-Aignan quand même. Bon, on va me dire, il est tout seul, il est plus dans son mouvement, mais bon, c'est clair et net. Bon, c'est normal, si vous regardez sa position sur la nation, sur la patrie. Bon, un type comme Mas-Gallo était passé par Chevènement. Si vous lisez les écrits de Mas-Gallo, c'est pas mal non plus sur l'indignation et l'idée de patrie. Donc c'est normal que ces gens-là, on se les retrouve et qu'ils les récupèrent. Ouais, dans le livre, il y a une affiche avec une citation de Gaulle, une affiche du FNJ. Bon. Pourquoi ils récupèrent Jaurès ? Parce que, comme eux défendent les opprimés, défendent les ouvriers, les licenciements et autres, évidemment Jaurès aussi. Ils sont pas les seuls, à une époque, un mouvement qui n'existe plus, qui s'appelait oui, mais je parle de l'extrême droite, tel quel, qui s'appelait les solidaristes, qui n'existe plus, qui avait comme emblème un trident, défendait les positions de Jaurès sur la défense de coopératives qui avaient licencié et autres. Donc on retrouve un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que Marine Le Pen soit solidariste, c'est pas du tout cette chose. C'est un mouvement qui existe encore d'ailleurs. Un mouvement en tant que tel, non, mais par exemple l'OSRE, il y a des tendances solidaristes, c'est très minoritaire. L'OSRE, quand ils font l'Assemblée Générale, ils sont 10. Voilà, donc officiellement ça pèse plus. Leur revue est assez diffusée par contre, Rébellion. Oui, je sais, je suis un lecteur assidu. Mais par contre, à l'époque où il y avait les solidaristes, ça donnait quand même un peu de personnes. Tout ça a disparu. Le dernier représentant digne de ce nom étant Jean-Gilles Maliarakis, qui est sur la touche depuis le temps. Donc, vous avez ça. Ensuite, sur la question des différents scandales, puisque pendant très longtemps, rappelez bien, ils se sont dit, nous, on n'est pas comme la bande des quatre. Si vous vous rappelez, c'était tête haute et main propre. Il se trouve que maintenant, plutôt tendance à rejoindre certains côtés le camp au moins des tous pourris, quoi, pour aller vite. Donc, on prend les ex-Gudard, petits copains de Marine Le Pen, et entre autres Chatillon. C'est eux qui tiennent en fait la bourse, les cordons de la bourse. Bon. On a vu que Chatillon, avec l'histoire de la surfacturation des kits de campagne, lui et sa société font l'objet de poursuites. Bon. Si on prend Lousteau, qui est son petit copain, qui dirige des boîtes de sécurité, Papa Lousteau, lui, était à l'OAS et dirigeait déjà des boîtes de vigiles qui viraient les piquets de grévistes. Donc, c'est dans les gènes, chez certains. Il n'y a pas de, voilà, c'est dans l'ADN, on va dire. Bon. Donc, lui, il était le patron du micro-parti Jeanne
Donc il a des soucis, mais vous avez vu que comme il y a des failles dans la loi, ils s'en sont servis et ils sont plus du tout inquiétés pour l'histoire du micro-parti. Donc ils se sont tirés la main propre et tête haute, hein, en quelque sorte. Hein. Il y a les histoires des attachés parlementaires de Strasbourg, qui en fait étaient rémunérés mais étaient des permanents. Donc ils viennent de découvrir effectivement ce qu'on appelle les emplois fictifs, et ils s'en servent. Bon. Et puis il y a Jean-Marie Le Pen, hein, qui lui c'est pas nouveau, hein, a des procédures contre lui avec des histoires de transfert de fonds, hein, dans des paradis fiscaux via son majordome, hein, qui sert d'homme de paille, ce qui explique par exemple ce qu'a écrit qu'elle a enchaîné. Le Pen applique le programme du FN, il quitte la zone euro pour la Suisse, ce qui est pas faux, hein. Donc ils apparaissent comme étant un parti comme tous les autres. La seule différence, c'est que ça ne pèse pas sur les scores électoraux. Et c'est pas ça qui va les mettre en difficulté. Parce que les lecteurs moyens du Front National, ces histoires-là, ils sont moquent complètement. C'est pas ça qui les intéresse. C'est pas Pétain, c'est pas les chambres à gaz, et c'est pas non plus ces bisbilles qu'il peut y avoir. Hein. C'est absolument pas ça. Donc pour terminer, parce que je vais pas vous prendre trop longtemps si on veut discuter. Bon, il y a donc, je vous dis, des ruptures qui peuvent être des ruptures ponctuelles et marginales. Le positionnement par rapport à l'État, ça peut changer au gré de l'évolution de la situation. Ils ont été régaliens. D'ailleurs, même si maintenant ils sont pour l'intervention de l'État, ils ont quand même rendu un hommage appuyé à Margaret Thatcher lors de son décès. Donc, encore des petites traces peut-être par-ci par-là. Bon, ça c'est une chose. Hein. Les ruptures fondamentales, je vous l'avais dit, hein, c'est la question de l'arrivée à la gestion des affaires, et c'est la question de la disparition d'une thématique et d'un contrôle des propos en ce qui concerne donc l'antisémitisme et le négationnisme. Là, on a à peu près, hein, sur tout le reste, les fondamentaux restent. Donc, si on met ça dans les plateaux de la balance, il est bien évident que le côté continuité pèse plus lourd que le côté rupture. Bon, que souvent on change le mode de présentation. C'est plus la France français, on est chez nous. C'est blanc bonnet blanc, comme aurait dit quelqu'un à une époque. Bon, donc ça ne change pas. Là, c'est vraiment dans l'ADN du front, que ce soit le front du père ou le front de la fille. Bon. Et en gros, si vous voulez, pour prendre une image, bon, on a repeint la façade de la boutique, mais la boutique est restée inchangée. Donc, il y a pas de nouveau Front National, il y a une nouvelle présentation de thématiques qui sont des thématiques fondamentales du Front National. Mais le nouveau Front National, non. Par contre, il y a un changement au niveau des adhérents. La vieille garde de pénistes soit est partie, soit a rejoint les terres du Grand Manitou. Hein. Il en reste quelques-uns de fondateurs, mais qui sont complètement comme jamais, mais qui sont complètement marginalisés, qui pèsent plus dans le front. Et la nouvelle l'arrivée, alors je parle même pas de l'équipe dirigeante, hein, mais des militants, hein, ou voire des électeurs. Bon, c'est des gens qui sont souvent plus jeunes, bon, et pour qui l'Algérie, la guerre, l'occupation, c'est pas leur histoire. Ça existait certes, mais c'est pas leur histoire. Donc les propos de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas vraiment mis la zizanie à l'intérieur, parce que le militant moyen, il s'en moque. Et ça pèse pas non plus nécessairement sur les scores et sur le positionnement du front. Hein. Donc on a cette nouvelle arrivée, ce qu'on pourrait rappeler, si vous voulez, entre guillemets, ça fait bien dans la presse, génération Marine, quoi, voilà. Hein, des gens qui ont adhéré sur les positions de Marine Le Pen et qui sont plutôt des gens au Rassemblement Bleu Marine, si vous voulez, plutôt que Front National, puisque ça lui permet justement, ce Rassemblement Bleu Marine, de ratisser un peu plus large. Et le départ de Jean-Marie Le Pen, alors il y a eu très peu de cartes de rendu, hein, visiblement. Bon.
Et ça a permis, alors, évidemment, c'est un battleur, il en fait des kilos, mais quelqu'un comme Collard veut dire, bah, maintenant qu'il est plus là, je peux effectivement adhérer au Front National. Alors qu'ils étaient le patron, alors moi le président en titre du Rassemblement Bleu Marine. C'est un espèce de sas, quoi. Ça permet de ratisser beaucoup plus large, des gens venant du parti de Paul-Marie Couteau, donc du Ciel, donc des souverainistes, qui ne sont pas nécessairement encartés au front, et qui préfèrent rester sous l'étiquette RBM. D'ailleurs, on voit de plus en plus Génération Bleu Marine quand vous regardez les t-shirts, les drapeaux ou les manifestations. Donc voilà à peu près. Bon, il reste évidemment d'autres choses, mais ça pourra faire l'objet du débat. Donc, alors dernièrement, bah, sur cette histoire du livre, il y a eu deux. Là, je sors d'une émission sur Fréquence Paris Pluriel qui va être diffusée samedi à midi. Et j'ai fait deux émissions, donc hier soir, Radio Libertaire, donc sur le livre en question. Donc si les gens veulent, évidemment, les propos n'ont pas changé hein, entre hier, 17h et maintenant, je vous rassure tout de suite. Hein, mais, voilà. Alors vous voyez justement avec le livre que dans les documents qui sont publiés. On voit bien le tournant. D'abord, nous ne sommes pas gouvernés, ce qui n'est pas du tout le cas à l'époque du père. Hein. Ni droite ni gauche, mais ça avait déjà été revendiqué à un moment donné. Récupération de Jaurès, c'est récupération de De Gaulle. Rendons la priorité à l'emploi, arrêtons le massacre. Donc là, c'est le côté social hein, qui apparaît. Vous avez la même chose, je ne sais pas s'ils l'ont mis sur les retraites, je crois. Voilà, retraités sacrifiés, il faut dire non. Vous avez la même chose, marre d'être plumé. Donc, qui sont alors, immigration, baisse du pouvoir d'achat, mépris des Français, délinquance, délocalisation. Hein. Et le gouvernement paralyse l'économie française. C'est la première fois qu'ils dénoncent la TVA, hein, parce qu'ils n'attaquaient jamais la TVA, y compris à l'époque du père donc de Jean-Marie Le Pen. Et vous avez là donc non à l'islamisme, une copie en fait de ce que faisait l'UDC suisse. Bon là c'est il y a 2-3 ans, hein. Et puis vous avez là voilà le fameux Sacré-Cœur de la fin des années 80, voilà. Qui n'est pas non plus une nouveauté. Hein. Quand il y a eu l'inauguration de la mosquée de Paris, hein, Charles Maurras s'est dit attention, ce qu'on est en train de faire. C'est un danger, en gros on met l'ennemi dans la place, hein, et on est en train d'ouvrir des vannes avec un risque. Charles Maurras, hein, 1920, dans les années 20. Quoi, donc, mais ça évidemment, quand ils peuvent se référer, mais ils citent jamais. Hein, ils vont jamais vous citer Charles Maurras, ils vont jamais vous citer Doriot ou autre, hein, parce que ni droite ni gauche c'est Doriot, mais sur le programme qualifié de national et social c'est Doriot. Hein. On cite jamais Doriot parce que vaut mieux citer Clovis et Jeanne d'Arc plutôt que Jacques Doriot. Je m'arrête. Ouais, je